Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau. Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 10 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richomme, sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans la Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de la Fabrique des Solitaires qui nous emmène dans les coulisses du programme Skipper Massif. Aujourd'hui avec 2 marins passés sous les couleurs de la Massif. Le premier c'est Paul Meillat qui a été Skipper Massif de 2011 à 2013. Salut Paul. Salut à tous. Et le second c'est Fabien Delay qui lui a été Skipper Massif de 2012 à 2014. Salut Fabien. Salut à tous. Alors on va commencer un petit peu par la question un petit peu classique qu'on a posée à chacun des coureurs qui sont passés par ce programme-là. Quel souvenir vous gardez de votre sélection et de la semaine où il a fallu enchaîner navigation et oro à terre? Racontez-nous un petit peu les souvenirs réciproques que vous avez eus et est-ce que c'était tous les deux la première fois que vous candidatiez au programme Skipper Massif? On commence par le plus ancien qui est Paul. Le souvenir de cette sélection, moi je pense que c'est quand même l'oral devant tout le jury à la fin, parce que c'est quand même quelque chose dont on a moins l'habitude que de naviguer. Les naves, on en garde des super souvenirs de régates en fait, mais comme des entraînements ou des compètes. Et moi j'ai fait 2 fois la sélection en fait. J'ai fait la sélection en 2009 suite à ma première solitaire du Figaro. Et c'était un certain François Gabard qui avait gagné. Mais c'est vrai que je découvrais un peu le milieu et ça avait été une super souvenir et je pense que ça m'avait bien aidé pour faire la sélection en 2010 après. Et toi Fabien, quel souvenir tu gardes de ce concours? Un excellent souvenir. C'est sûr que c'est un moment fort dans une carrière parce que c'est un moment charnière. Il y a de l'enjeu sur une semaine de sélection comme ça, donc c'est vraiment ce que je retiens. C'est comme dit Paul, c'est l'oral final et surtout le moment d'attente quoi. Ce moment d'attente où on attend la décision et quand il y a notre nom qui sort, forcément on se dit c'est bon, enfin ça y est, c'est fait quoi. Parce que du coup, ça se passe comment? Vous êtes quoi, dans une petite salle? Vous attendez tous devant la salle où il y a les examinateurs et puis il y en a un qui sort, c'est ça? C'est ça, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre. On attend ensemble en fait. En plus, on attend ensemble et on est tous potes, on se connaît tous, donc du coup, c'est vrai que c'est assez rigolo. Ouais. Et le vainqueur paye un coup aux autres ou quoi? Comment ça se passe? J'ai plus le souvenir. Mais effectivement, ça finit autour d'un verre tous ensemble dans tous les cas. C'est vraiment le bon moment de fin de semaine. Mais je me rappelle plus trop parce qu'en fait sur nos sélections, il y a beaucoup d'enjeux, mais je me rappelle d'avoir fait, parce qu'en fait après en tant qu'ancien skipper massif, on participe au jury des sélections suivantes. Oui. Et donc du coup on se remémore et c'est là qu'on se rend compte un petit peu comment se passe la semaine et on voit un peu les candidats ou candidates stressés. C'est vrai que c'est rigolo de retourner après voir comment on était pareil quoi. Du coup t'étais dans le jury qui a choisi Fabien? Ouais, dans le jury, là, à ce moment-là, j'étais encore skipper massif, mais je parle plus des sélections plus tard où on a un peu plus de recul. Mais dans le jury pour Fabien, j'étais là. Tu peux nous dire maintenant si t'as voté pour lui ou pas? Bien sûr. Je pense que de toute façon, c'est généralement, de tout ce que j'ai vu, c'est globalement de l'unanimité sur le choix des skippers. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui émerge. Moi, j'étais jury pour Johan après, et du coup, c'est comme dit Paul, c'était vraiment un bon moment aussi d'y retourner, mais de l'autre côté, quoi, sans la pression. Alors, je voudrais savoir un petit peu pour tous les deux, qu'est-ce que le programme a eu comme impact sur vos trajectoires sportives, parce que vous avez tous les deux des parcours avant le programme Skipper Massif qui sont un petit peu similaires. Vous avez fait de la voile olympique, donc vous étiez déjà, même si vous étiez jeune et n'étiez plus débutant, mais vous aviez quand même une culture de l'entraînement, de la préparation qui était assez développée. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur vos trajectoires sportives? C'est le fait d'avoir les moyens, c'est le fait de rentrer dans une écurie avec un autre marin, c'est le fait de s'entraîner plus régulièrement. Qu'est-ce qui fait que vous, tout à coup, pour vous deux, ça a accéléré vos trajectoires et vos carrières sportives? Je sais pas, Paul, si tu veux dire. Ouais. C'est sûr que c'est un mix de tout ça. Moi, je pense que quand je suis arrivé skipper massif, c'est un petit peu différent de Fabien, parce que Fabien, il sortait d'un projet de 3 ans
déjà structuré, où il sort, il est champion de France, il a une certaine expérience en Figaro. Moi, quand j'arrive skipper massif, finalement, j'ai fait qu'une solitaire du Figaro avec très peu de moyens. Et en fait, c'est mon premier vrai projet. C'est la première fois que j'ai du temps et que je consacre du temps au Figaro. Donc, moi, je dirais que ce qui a été le plus important pour moi, c'est juste de pouvoir me consacrer pleinement à ce projet-là. Donc, de se donner du temps, bien sûr, d'être rémunéré et de ne pas être obligé de bosser à côté tout le temps, en fait. Et bien sûr, les années d'après, j'ai découvert, notamment quand Fabien est arrivé, on a beaucoup travaillé en collaboration. Aussi la découverte du pôle Finistère course au large, donc plein de choses. Mais la chose la plus importante pour moi, c'était de dire juste, je cours pas, je sais déjà ce que je vais faire dans 15 jours, quoi. Alors qu'avant, 15 jours avant une course, je savais même pas si j'allais pouvoir la faire, quoi. Fabien? Ouais, moi je pense que c'est aussi, ouais, comme dit Paul, moi je sortais d'un projet de 3 ans, mais c'est un projet de 3 ans où au final je venais de l'olympisme avant, donc c'est un projet que j'ai construit dans la découverte aussi, avec des partenaires, mais qui s'est construit en 3 ans, et c'était un projet douloureux à gérer parce que avec énormément de manque de repères pour démarrer. Et quand on arrive dans un programme comme Skipper Massif, là on rentre dans un fonctionnement vraiment tout calé, professionnel, où on se consacre vraiment sur le sportif, et ça permet vraiment de confirmer, ou en tout cas de confirmer un début de carrière, on va dire, peut-être. Enfin, moi c'est dans ce sens-là que je l'ai bien vécu, c'est que je suis passé de 3 ans de Figaro à 6 ans de Figaro grâce au programme Skipper Massif, qui derrière permet d'avoir une solide expérience sur un circuit de référence pour ensuite entamer la suite, quoi. Et vraiment, ouais, ça amène cette sérénité pour consolider son expérience, quoi. Et au-delà des moyens et donc du temps que vous pouvez consacrer à la navigation, ce qui n'est pas forcément le cas avant, comme l'explique bien Paul, dans quel compartiment de jeu vous progressez le plus grâce à ce type de programme? Est-ce que c'est le fait d'être encadré au pôle de Port-Laf? Est-ce que c'est le fait de naviguer à 2 bateaux? Est-ce que c'est le fait d'avoir des bateaux préparés très proprement? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire d'autres choses que l'entraînement classique, je sais pas, de la préparation mentale, avoir une logistique optimisée? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est un tout, je pense, parce qu'au final, quand on est skipper massif, on commence dès qu'on a dès qu'on a les clés du bateau, on est à 100% sans incertitude sur la suite du programme. On acte un programme sportif et derrière on se prépare pour. Quand on a nos projets, on va dire plus classiques, on a énormément d'incertitudes quant à la réalisation du programme sportif, puisqu'on sait déjà pas si on boucle très tôt ou pas. Enfin, en tout cas, dans la majorité des cas, c'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place. Donc déjà ça permet de démarrer déjà très tôt les programmes d'entraînement et de préparation. Ça permet aussi de beaucoup plus se plonger dans c'est quoi les détails pour progresser, et on peut aller chercher ces détails-là parce qu'on va dire toute la base, tout le général, il est déjà acté, il est déjà entre guillemets, on a déjà les moyens de faire tout ça. Donc derrière, ça permet d'aller chercher vraiment les détails. Puis déjà, ça permet aussi de travailler très tôt à 2 bateaux, avec les mêmes projets, avec des projets consolidés, très tôt avant l'échéance. Donc déjà, c'est un énorme avantage dans un cadre, en plus, comme tu le disais, qui est très qui est très favorable à la progression au pôle Finistère course au large. Donc non, c'est sûr que pour moi, tous les facteurs étaient ouverts. Dès que tu as les clés, tous les facteurs sont ouverts pour être bon, quoi. En tout cas, pour progresser vite. Ouais, c'est cette notion de pouvoir planifier les choses. Déjà bien sûr sur plusieurs années, mais déjà dans l'année, de pouvoir s'entraîner dès le début. En fait, l'avantage, on voit très bien, souvent, on met les bateaux à l'eau à Port-la-Forêt en début d'année, et ceux qui ont le plus de budget ou les projets calés, ils sont à l'entraînement dès la fin janvier, et il y en a qui sont plus tard. Et en fait, on voit bien que ça, c'est une grosse force parce qu'on navigue très tôt avec des bateaux prêts dès le début. La notion de développement de performance, elle est hyper importante. Moi, c'était la première fois qu'on pouvait commencer à se dire, on va faire des tests de voile, on va pouvoir faire des choix. En fait, on peut faire des choix sur le bateau. Et alors que dans les expériences Figaro que j'avais eues avant, j'avais jamais fait le choix. Je prenais ce que je pouvais. Enfin, c'était toujours des choix par défaut, quoi. Très contraint, quoi. Et là, on se met dans une posture où on fait vraiment de l'entraînement comme on pouvait le faire en voile olympique et comme on peut le faire après dans la suite de notre carrière sur de la performance. Fabien, tu disais que ça permet d'aller assez loin dans les détails. Est-ce que tu peux donner quelques exemples peut-être d'aller loin dans les détails que tu faisais pas forcément avant? C'est dur à dire, mais c'est plein de petites choses, en fait. Comme dit Paul, ça peut être des essais de voile, ça peut être plein de choses, des essais de latte, ça peut être dans du test de matériel, des travaux d'ergonomie, dans des petites choses comme ça aussi. On a forcément beaucoup plus de temps pour soi, ou en tout cas pour préparer
notre projet à terre en dehors des navigations, puisque effectivement ce temps-là on le passe pas à gérer nos partenaires ou à trouver des sous ou à faire de la com ou à essayer en tout cas de penser à la suite. C'est des projets où réellement on se concentre à faire notre métier qui est de performer sur les courses. Et ça c'est c'est un vrai plus dans le cadre de ce programme-là. Et puis comme disait Paul, il y a un énorme avantage aussi, c'est que derrière, en termes de matériel, quand on récupère un bateau skipper massif, on a déjà des voiles compétitives, déjà aux couleurs, déjà prêtes. Et dans la gestion du matériel, c'est un énorme avantage sur tous les autres projets qui, en général, partent à zéro avec des voiles marquées d'un projet précédent et donc pas forcément avoir de voiles possibles pour les débuts de course. Et c'est un peu un micmac avec les quotas de voiles d'avoir des voiles performantes sans aller taper dans les quotas de voiles neuves pour les échéances principales. Ça, le programme skipper massif, c'est quelque chose qui c'est un énorme plus qui l'amène aussi au départ du projet, quoi. Mais voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que on peut aller chercher un peu plus. Enfin, voilà, on peut ambitionner de progresser plus vite, quoi. On peut se permettre de travailler avec des coachs privés. On travaille à 2 bateaux. On peut aller chercher des compétences. Enfin, comme partout, mais là vraiment, il y a le temps pour le faire, quoi. Ça, c'est bien. Dans quel compartiment de jeu vous avez le sentiment d'avoir le plus progressé pendant ce passage chez Skipper Massif, Paul? En fait, moi, comme je disais au début, j'ai progressé partout parce que quand j'arrive à Skipper Massif, j'ai très peu d'expérience en Figaro, quoi. Donc, où est-ce que tu as le sentiment d'avoir le plus appris alors du coup? À me poser et justement à pouvoir vraiment, c'est ça, moi, ce que ça m'a donné des perspectives, quoi. Alors que avant, j'étais vraiment dans l'immédiat, dans ce qui allait se passer la semaine, voire peut-être 15 jours après. Et là, on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quel est le planning, à quel moment il faut performer, à quel moment il faut s'entraîner dur, à quel moment il faut se reposer et planifier des saisons, même sur plusieurs années. Ça a été vraiment super. Et ce qui était génial, c'est de se dire, ça met beaucoup de pression d'être skipper massif parce que forcément, je pense que les projecteurs sont braqués puisqu'on se sent... on a été sélectionné parmi d'autres, donc on se doit d'être meilleur et on est attendu, quoi. On est vraiment attendu quand on est skipper massif. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on arrive avec un peu moins d'expérience, on se dit oui, il faut être au niveau maintenant. Mais on a l'avantage, c'est que sur 2 années et puis finalement 3 années, on a pas mal de moments pour pouvoir performer. Donc ça, c'est super. C'est moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment de se dire c'est pas grave, on a raté ça, mais on va progresser et la fois d'après, on va pouvoir revenir meilleur, quoi. Et donc sur ces 3 années, de se dire le but, c'est vraiment de progresser pendant ces 3 années. Ouais, moi ce que je retiens vraiment, c'est, là où j'ai le plus progressé, c'est, je pense, dans la consolidation de tous les compartiments de jeu de la course au large, en fait. Enfin, disons que venant de l'olympisme, en gérant mon premier projet Figaro, j'avais les bases pour faire du bateau, mais toute la partie technique, intervention en cas de problème, ce genre de choses qu'on pourrait avoir sur un bateau, l'électronique, toutes ces choses-là, c'était de la découverte sur mon premier projet, même si c'était un projet de 3 ans, donc j'ai eu le temps aussi de commencer à apprendre ces choses-là. Mais le programme Skipper Massif m'a permis vraiment d'avoir le temps, comme je le redis, mais d'avoir vraiment d'être consacré à 100% de mon temps sur ce projet, et donc d'avoir du temps pour consolider toute la connaissance de l'électronique, de l'informatique du bord, des moyens stratégiques sur des transats, puisque j'ai eu l'occasion de faire 2 transats AG2R sur le programme Skipper Massif, et la première avec Paul et la deuxième avec Johan. Une transat solo aussi en 2013. Voilà, sur 3 ans de programme Skipper Massif, j'ai pu faire 3 transats en Figaro, et ça, c'est un vrai plus que j'aurais jamais pu faire avec un projet personnel. Donc ce genre de choses, ça, pour moi, le plus gros plus, ça a été l'énorme gain d'expérience en 3 ans, quoi. Et les 1000 avalés. On sait que vous êtes bien entouré. Au fil des épisodes de ce podcast, on comprend à quel point il y a des moyens autour du projet et à quel point vous êtes bien entouré. Mais quelle est votre marge de manœuvre en tant que chef de projet? C'est quand même vous qui construisez le projet, c'est vous qui construisez le planning. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que vous êtes quand même dans une écurie avec un sponsor important. On va y revenir. Mais il n'y a pas de chef de projet. Les chefs de projet, c'est vous. Comment ça fonctionne et comment ça se goupille avec le sponsor? Ouais, finalement, c'est vrai il y a un côté qui est tout clé en main dans Skipper Massif. On pourrait dire ce qu'on disait depuis tout à l'heure, où on a une situation très confortable, mais de l'autre, tous les choix sont bien sûr faits en discussion avec Massif, mais le skipper décide vraiment de son planning, à quel moment il s'entraîne, ce qu'il veut faire, quelle course il veut faire, les voiles, etc. Il y a un budget qui est alloué et bien sûr, il faut présenter un budget qui est dans les clous, etc. Mais il y a une autonomie très forte du skipper, et heureusement,
heureusement, parce qu'en fait, on le voit derrière que de toute façon, un skipper doit être chef de projet globalement dans toute sa carrière. Donc finalement, sur cette partie, que ce soit technique, planification, budget, etc., il y a vraiment une très grande autonomie du skipper. Et toi, Fabien, sur cette partie chef de projet, tu l'as vécu de la même manière? Bah oui, il y a vraiment une grande liberté en tant que skipper. Toute la partie sportive, on a vraiment notre organisation, notre gestion, nos choix à faire, et ça dessus, on est vraiment complètement autonome, c'est sûr. C'est vraiment, nous en tout cas avec Paul, c'était en janvier que ça se passait, où on avait des réunions à Niort, où on validait le programme sportif, les objectifs, les moyens à allouer pour y arriver, avec la définition d'un budget, des grandes lignes du budget à dépenser. Et une fois qu'on s'était mis d'accord un petit peu là-dessus, en gros, le budget, il était défini et les lignes, il restait plus qu'à les dépenser, quoi. Et après, dans la gestion au quotidien, on était complètement autonome sur la façon de faire, les gens avec qui travailler, comment s'entourer, dans le travail avec les fournisseurs, rédaction des devis, validation des devis par massif, puis paiement. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand on est skipper massif, on gère le projet complètement, même si, effectivement, il y a toutes les facilités autour qui nous permettent d'avancer. Et ça, c'est un vrai plus, mine de rien, pour déjà aussi progresser dans la tâche de chef de projet chef de projet, quoi, tout simplement. Il y a une nouveauté par rapport à votre statut précédent quand vous rentrez dans ce programme-là, c'est qu'il y a un sponsor à gérer qui est là et qui attend du retour, qui est une grande boîte, qui est souvent vous avez rarement eu des aussi gros sponsors avant. Est-ce que paradoxalement le principal apprentissage, c'est pas celui-là, c'est de porter une marque, d'en être un ambassadeur, d'apprendre la relation avec une entreprise d'une taille importante. Est-ce que c'est pas là qu'on apprend le plus finalement? Ouais, si forcément, c'est un vrai plus, hein, c'est sûr, parce que effectivement, quand on arrive chez Skipper Massif, en général, on change de taille de partenaire, ou en tout cas, on arrive dans une dans une grande machine, on va dire, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus. Après, c'est un bien grand mot de dire des partenaires à gérer, puisqu'il y a quand même beaucoup de facilité dans le programme. On est bien accompagné. Il y a toute la partie communication qui est bien structurée aussi, avec des équipes de la Massif et des prestataires qui s'occupent aussi de chapeauter, en tout cas qui s'occupent du fil conducteur annuel. Et puis après, on a des sollicitations et ça, c'est complètement normal, et on apprend vraiment à mettre en place la relation avec le partenaire. Et c'est le côté 2 ans plus une qui nous amène à 3 ans si tout se passe bien. Ça permet vraiment aussi de bien construire la relation avec le partenaire. En 1 an, c'est beaucoup trop court, et on se rend compte que les liens, ils se tissent au fur et à mesure du projet qui avance et des courses qui passent. Et c'est ça qui donne aussi toute la saveur à ce genre de projet, quoi. Et qui laisse aussi les bons souvenirs, forcément. Paul? Ouais, ce que je trouve intéressant, moi, c'est justement cet aspect grand groupe, grande entreprise française, de découvrir aussi pour nous. Bien sûr, on se doute comment fonctionne une entreprise, mais là, on voit de l'intérieur ce que c'est qu'un service com, ce que c'est qu'un service marketing, de voir le conseil d'administration, enfin toutes ces strates, et de les rencontrer, de discuter avec eux. C'est évident que dans notre carrière, pour nous, ça a été un apprentissage et une chance énorme, parce que derrière, quand on a reproduit ce schéma avec d'autres sponsors, on connaissait déjà le système, est très bien parce qu'on est bien accueilli. Et la facilité avec Massif, c'est que contrairement à des sponsors qu'on va démarcher, qui peuvent découvrir la voile, c'est une entreprise qui est éduquée et qui connaît extrêmement bien la voile. Donc en fait, les gens de chez Massif savent à peu près déjà tout. Donc en fait, ce travail pour nous est assez simple. On n'a pas à leur expliquer ce que c'est que la solitaire du Figaro. On n'a pas à leur expliquer tout ça, puisqu'ils ont une éducation voile qui est forte. Donc c'est d'un côté hyper facile, et de l'autre, on apprend énormément tous les petits détails de la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est top. Et je rajouterais aussi qu'on a eu de la chance avec Paul, c'est qu'on s'est retrouvé aussi dans notre contrat skipper massif à se retrouver impliqué aussi dans le Vendée Globe 2012 de François. Et donc, c'est vrai qu'on a passé un hiver aussi où on a passé du temps avec la Massif, que ce soit au départ ou pendant la course, où on allait faire des petites conférences à Niort avec Paul auprès des collaborateurs ou au siège de la Massif. Donc c'est super intéressant. Ça a permis aussi, je pense, d'approfondir le lien qu'on pouvait avoir avec eux, avec le sponsor, et c'était une occasion en plus. Ouais, et je pense que même pour nous, de voir comment dans une entreprise aussi grande, c'est 10 000 collaborateurs, hein, je crois, peut-être plus maintenant parce que ça a grandi, mais à l'époque c'était ça. Et moi j'ai fait 2011, 2012, 2013, donc vraiment
tout ce qui est autour du Vendée Globe. Et on a senti cet engouement Vendée Globe qui finalement, nous, on a vraiment ressenti les effets sur le programme Skipper Massif où les gens étaient portés par toute cette dynamique. Donc ça, de voir ça, de participer à ça, je pense que dans notre carrière de sportif derrière, ça donne déjà, ça crée des vocations pour nous. Et puis ça nous permet d'apprendre, quoi. Puis ça donne des repères. Ouais. Ça donne des repères aussi sur le pourquoi un partenaire se lance dans ce genre de projet et avec quelle exploitation. Et ça, c'était intéressant. Ouais, vous avez pu voir de l'intérieur et côté partenaire hein, et un petit peu aussi, j'imagine, côté skipper, même si il était hébergé par une autre structure. Ouais, exactement. Le côté sportif était complètement étanche, mais par contre, le côté partenaire était partagé quand même. On va rappeler hein, François qui a été skipper massif 2010, n'a fait qu'une seule année de skipper massif avant de monter en IMOCA tout de suite. Ça vous est rêvé à l'époque? Vous vous disiez tiens peut-être que je pourrais récupérer le bateau après. Ça vous plaçait dans cette perspective dans cette perspective-là? C'est un exemple? Ouais, c'est sûr. Ouais, moi, je me rappelle d'avoir fait le premier défi azimut à bord de l'IMOCA. On avait fait le baptême. Non, j'imaginais pas que ça allait se passer comme ça derrière pour moi. Mais c'est vrai que ça donnait envie vraiment de dire bah voilà, il a fait une super carrière en Figaro, on va s'inspirer, quoi. L'une des caractéristiques majeures du programme, c'est que vous naviguez à 2 bateaux, donc vous êtes à la fois à la fois adversaire sur l'eau et vous collaborez à terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? À quel point, parce qu'il y en a un qui a toujours un peu plus d'ancienneté que l'autre, mais à quel point, comment vous arrivez à fonctionner à 2 bateaux et comment c'est un mécanisme vertueux ou pas? Ça s'est bien démocratisé maintenant. C'est un peu une tendance pas logique mais récurrente qu'on voit un peu partout maintenant. C'est vrai qu'au départ, parce que c'était il y a presque 10 ans en fait. Eh oui, jeunes gens. C'était beaucoup moins commun et bah effectivement c'est pas du tout comme en Formule 1 où il y a un pilote 1, un pilote 2. Alors il y en a un qui a l'ancienneté chez Massif et c'est top parce que c'est ce qui nous permet aussi de bien comprendre rapidement le mécanisme du programme. Ça permet de bien mettre le pied dedans en étant accompagné et ça c'est top. Sur le côté sportif, on est dans le même centre d'entraînement et tout le côté préparation des bateaux est mutualisé avec un préparateur commun. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'échanger au maximum sur tous les points, de mesurer les bateaux, alors on travaillait pas forcément avec les mêmes voiliers, mais ce qui permettait aussi d'avoir de la diversité, de travailler et de regarder un peu, de comparer, de voir des différences et puis d'approfondir un peu le matériel avec lequel on travaillait. Et puis l'objectif c'était aussi de passer du temps en dehors des entraînements commun de groupe pour travailler des points spécifiques et ça c'est un vrai plus, quoi. Le côté travailler sans filtre, quoi. Ça c'est important. Quand tu dis que ça se développe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se développe y compris quand 2 personnes ne courent pas sous la même couleur. Ouais, tout à fait, ouais. On choisit des sparring partners, quoi. Ouais, moi en 2011, je faisais ça avec Nicolas déjà, Lunven. Après, Massif, on travaillait forcément et c'était top à 2 bateaux sur la durée. Et puis là, moi en Figaro 3 en ce moment, je travaille toujours en binôme en plus du groupe, quoi. Ça c'est intéressant. Cette année avec Achille, l'année dernière avec Sam Goodchild, l'année d'avant avec Ben Schwartz et voilà. Du coup, c'est intéressant. On va chercher de la mutualisation de moyens et de l'apport de compétences, quoi, et du partage de compétences. Et Paul, toi alors du coup, comment t'as vu arriver le jeune Fabien dans l'écurie qui avait un titre de champion de France, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quand il arrive. Bah ouais, c'est pour ça que finalement, il avait beaucoup plus d'expérience que moi finalement en Figaro quand il est arrivé. En plus, ce qui a été super, nous, c'est qu'on a fait la Transat AG2R ensemble, en fait. Donc déjà, au-delà de travailler en commun toute l'année, une Transat, ça fait beaucoup de préparation et de temps passé. Ouais, puis on a démarré par ça, ouais, quasiment. Moi, ce que je retiens aussi, c'était aussi en fait, tous les hébergements, etc. Finalement, c'est aussi là-dessus qu'on construise les duos, les groupes. Et en fait, on s'héberge toujours au même endroit. Donc, en fait, on en revient à débriefer énormément à l'entraînement. On avait refait aussi une colocation à Concarneau et on prépare toutes les navigations. Donc, la grosse partie aussi, c'est toute la partie météo, la partie préparation de navigation en amont où on travaillait toujours ensemble avec souvent des prestataires qui sont un peu différents des autres. Donc, on crée des petits groupes. Et souvent, on voit que ça se fait beaucoup maintenant, où il y a des petits groupes de 3-4 qui s'entraînent ensemble, mais qui font pas que l'entraînement, qui font aussi beaucoup de préparation météo
qui se retrouvent sur les hébergements pour débriefer et préparer tout ça. Ouais. Et vous étiez en coloc pendant la saison. Il n'y avait pas que sur les déplacements, quoi. Sur la saison, vous habitiez ensemble à Concarneau. Ouais, à l'époque, on avait une coloc. Il y avait Alexis Loison, il y avait Johan Richaume aussi dedans. Et voilà, c'était... Ah oui, il y avait même le skipper massif suivant qui était déjà là, quoi. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est sûr. On vient pas tous de Port-la-Forêt quand on démarre le Figaro. Hein. Bien sûr. Donc, c'est aussi le gros objectif, c'est d'être, quand t'es là-bas, t'es à 100% du temps dédié à ton projet, et le fait de tous habiter ensemble, on progresse aussi beaucoup plus vite tous ensemble, quoi. C'est comme ça que Sam ou Jack ont commencé à parler français. Hein. On était en coloc ensemble à Port-Laf. Notre dernière année 2013, là, je me rappelle qu'on on partageait quasiment tous nos hébergements avec Johan. Qui était DLBC à l'époque. Ouais, qui était DLBC. Il a même pas eu à changer de nom sur la boîte aux lettres en arrivant, quoi. Nous, déjà avec Paul, on se connaissait déjà depuis un moment, puisqu'on se côtoyait déjà en olympisme, et puis après, on a été bisu ensemble la même année en 2009, et on s'était retrouvés déjà à faire le Tour de Bretagne ensemble fin 2009 sur mon projet. On avait fait un et deux bisu sur la solitaire. On avait terminé par un joli Tour de Bretagne tous les deux. Et puis derrière, on se retrouve à faire 2 ans ensemble sur Skipper Massif, une belle Transat AG2R ensemble où à moins d'une minute du podium, on se fait avoir à la toute fin après un Tour de l'île d'anthologie qui restera gravé à jamais. Et puis on gagne le Tour de Bretagne la même année aussi. Donc c'était que des belles expériences en duo, quoi. Et alors je voudrais savoir comment se passe la sortie du programme. Comment on se retrouve quand la porte se referme, vous rendez les clés du bureau et vous devez partir voler de vos propres ailes. Comment se passe cette phase de transition? C'est un peu dur quand même. Paul, je te laisse. Ouais. C'est un peu dur parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance déjà d'être reconduit. C'est la première fois en fait qu'il reconduisait, et heureusement, parce que c'est vrai que 6 mois avant la fin du programme, on se dit faut trouver comment faire l'année prochaine, etc. Et puis finalement, c'est pas facile, quoi. Et heureusement, donc il y a eu cette prolongation. Et puis c'est ça qui est difficile dans le programme, c'est qu'on est tellement coucouné, tellement pris en main pendant ces années que finalement retrouver la difficulté pas de la vraie vie, mais d'être moins dans le confort, d'être dans l'incertitude, c'est difficile, mais c'est en même temps la vraie vie de skipper. Et moi, j'ai eu de la chance. Enfin, la chance, c'est que Guénaud m'a proposé en fin de programme la G2R. C'est Guénolé-Gainé. Guénolé-Gainé. Donc, ça m'a permis d'enchaîner assez vite sur une échéance. Et puis, finalement, avant cette transat, j'ai rencontré SMA. Mais c'est vrai que j'ai eu une période assez difficile les 2 derniers mois, là, en fait, en plus, ça correspond à la période où, même quand on a un partenaire et que tout va bien, généralement, après la dernière course de l'année en Figaro, il y a toujours l'effet un peu retour de colonie de vacances là, et c'est un peu dur à la maison. Mais ouais, c'est aussi ce que je donne peut-être comme conseil au skipper massif, c'est pendant ces 2 ou 3 années de surtout pas lâcher le réseau qu'ils avaient avant, continuer à discuter avec des partenaires pendant la sélection, parce que en fait ça se construit une relation, on se dit pas hop là je cherche pas de partenaire, hop aujourd'hui j'en cherche. Non, faut en chercher tout le temps, en fait. Et toi, Fabien, comment t'as vécu cette période de transition? Ouais, c'est pareil, hein. C'est sûr que la fin, elle est un peu dure, parce que même si on le sait dès le départ que c'est à durée déterminée et que faut préparer la sortie, on est tellement, comme le disait Paul, dans un cadre facilitant qu'on en oublie un peu. Comment il fait froid dehors? Pas la corvée d'aller chercher, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est ce qui est dur à dire, hein, mais la prospection et tout ça, c'est sûr que c'est important d'entretenir le réseau d'avant, parce que c'est ce qui nous amènera à la sortie aussi, donc ou peut-être ou pas, mais en tout cas c'est des choses importantes. Et moi c'est pareil, j'étais dans un cadre différent, parce que moi je sortais en gros ça faisait 6 ans que je faisais du Figaro, 6 ans à bloc, avec des années